Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Média TV dans On se dit tout et c'est avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve. Toute l'équipe justement vous salue. Alors au sommaire, ce matin, comme pour chaque rencontre, deux thématiques. L'adolescence, cette période qui semble venir un petit peu déstabiliser l'équilibre familial installé avec nos enfants. Eh bien, vous avez été très nombreux à demander à en savoir plus. L'adolescence, qu'est-ce que c'est et comment surmonter cette fameuse crise de l'âge ingrat? On vous en parle dans quelques instants. Et puis ensuite, on enchaîne sur un sujet d'une très très grande importance. Alors le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH. Beaucoup de sujets, de thématiques autour ont été traités, bien sûr, sur Média TV. Et ce que je vous propose, moi, ce matin, c'est de faire le lien entre VIH et adolescence. C'est vrai que c'est tabou, mais ça existe et il faut en parler. À tout de suite pour les détails. L'adolescence donc, c'est notre sujet du jour et pour cela, j'ai rassemblé deux personnes. D'abord, Fatem Zahra El-Fethi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach certifié spécialisé dans l'accompagnement des familles et vous êtes également maman de 3 enfants. Donc l'expérience de l'adolescence, vous connaissez ça. Oui. Et puis, bien sûr, Camélia Zakaria, psychologue, clinicienne, bonjour. Bonjour. Spécialiste dans l'accompagnement également des familles et des enfants et des adolescents. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur le plateau d'On se dit tout. Donc on y va. La différence d'abord entre puberté et adolescence. De plus en plus de spécialistes aujourd'hui demandent et pointent du doigt l'importance de faire la différence. Justement, Camélia Zakaria, vous êtes d'accord? Puberté ne veut pas automatiquement dire adolescence? Effectivement, non, parce que justement, la puberté va venir annoncer, pour certains enfants, l'entrée dans l'adolescence, mais pas tous les enfants. Donc la puberté, c'est surtout un chamboulement sur le plan hormonal, avec tout ce qu'on sait en termes de croissance, de poussée, etc. Alors que l'adolescence va demander certains réaménagements, tant sur le plan biologique, à cause ou grâce à la puberté, et aussi sur les plans psychologiques et sociaux. Est-ce qu'on vous consulte souvent pour des problèmes liés à la période d'adolescence? Oui, tout à fait. Et pas seulement les adolescents. On voit de plus en plus de parents, justement, en quête de guidance parentale pour savoir comment se comporter avec leur enfant, soit parce qu'il y a une crise, ou justement en préventif, pour essayer de comprendre comment gérer si, justement, il y a crise. Ok, alors Fatem Zahra El-Fethi, est-ce que adolescence automatiquement veut dire crise? Je dirais plutôt que l'adolescence est un problème relationnel. C'est plus une insatisfaction chez l'adolescent qui justement veut à tout prix devenir autonome et échapper au contrôle des parents. Donc c'est plutôt l'ado qui vit la crise et pas la famille, c'est ça, pas forcément la famille? La crise, on parle de crise, on parle de crise quand justement il y a cette incapacité chez l'ado à maîtriser ses émotions, à se contenir. Donc du coup, il rentre dans un état de colère, dans un état de tristesse, pour rien du tout des fois, et ça part dans tous les sens. Il y a les portes qui claquent, il y a les insultes, les gros mots qui fusent. C'est pour ça qu'on parle de crise. Alors justement, on va essayer de détailler petit à petit. C'est une émission que moi j'ai pu construire grâce au questionnement, au témoignage de beaucoup de parents, parce que justement, la demande est venue de parents qui suivent l'émission et qui vous font confiance, vous les spécialistes sur le plateau d'On se dit tout. Les signes de la crise d'adolescence. Camélia Zakaria, qu'est-ce que c'est que ces fameux signes? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescence est une période temporaire. Alors temporaire, même si parfois on a l'impression qu'elle s'éternalise de plus en plus, mais justement c'est une période transitoire entre un état d'enfant et un état d'adulte. C'est-à-dire qu'entre ces deux états, l'adolescent a quand même une position assez inconfortable. Pourquoi? Comme Fatem Zahra l'a précisé, l'enfant par définition, il est dépendant. Oui. Alors que l'adulte, son mode normal d'existence, justement, c'est l'indépendance et l'autonomie. L'adolescent, il est justement entre ces deux-là, où il ne peut ni être indépendant, alors que c'est ce qu'il clame, justement, il veut plus de liberté, il veut sortir, il veut plus d'argent, etc. Et en même temps, il est dans un état de dépendance vis-à-vis de ses parents, puisque il leur est redevable de plusieurs choses, il vit sous leur toit, il a besoin justement du soutien et moral et financier. Donc parfois, effectivement, il y a crise,
Et la crise, justement, va amener un réaménagement des relations, tant, encore une fois, sur le plan social avec ses parents, tant par rapport à soi. C'est-à-dire que c'est un moment de doute, de questionnement, où l'adolescent doit faire le deuil d'une sécurité acquise, à savoir de l'enfance. Est-ce que cette crise, en fait, elle est inéluctable, inévitable? Est-ce que forcément adolescence rime avec crise? Non, justement, on a déjà vu des adolescents avoir passé cette période sans forcément faire une crise. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des crises qui sont visibles et bruyantes et d'autres un peu moins. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un adolescent s'isole que justement il va bien. Donc la crise peut s'exprimer de différentes manières, mais en tout cas, c'est l'occasion, même si je sais que d'un point de vue social, on a souvent une image assez dure de l'adolescence, mais il ne faut pas oublier que ça peut être une période qui est riche en créativité, en inventivité, et surtout, pour l'adolescence, c'est le moment de pouvoir asseoir les bases de sa personnalité en tant qu'adulte en devenir. Donc, certaines altercations vont être nécessaires. On verra par la suite que, justement, il y a des altercations, surtout avec les parents, sont nécessaires pour pouvoir mieux se construire. Justement, on va essayer de comprendre. Oui, Fatem Zahra. Comme a dit Camélia, c'est la phase, le passage, enfin la phase transitoire entre l'enfance et l'âge adulte. C'est la période des métamorphoses corporelles, comportementales. Et à côté de ça, il y a aussi la quête identitaire qui je suis. Absolument. Et qui est à la cause de ce mal-être, de cette souffrance. Il ne faut pas oublier qu'un adolescent souffre énormément. Il y a son corps qui change, il y a son comportement qui change. Donc finalement, quand vous posez la question à un adolescent, il vous dit « je ne sais plus qui je suis, mon corps me joue des tours, je suis incompris par les parents, par la société, par l'entourage, limite, je suis rejeté ». Donc tout ça, il faut le prendre en considération. C'est le fameux âge ingrat, justement. Pourquoi ça porte ce nom aussi négatif? Oui, en même temps, je voudrais rebondir dessus, c'est que très souvent, les adolescents disent que justement, ils sont incompris parce qu'ils peinent justement à se comprendre eux-mêmes. Il y a des difficultés à se comprendre. Maintenant, moi, je donnerais une image qu'on utilise assez souvent en psychologie. C'est une métaphore qui a été prise de chez Françoise Dolto, qui est une pédiatre et psychanalyste très très connue, qui justement parle de l'adolescence comme du complexe du homard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, l'homard, le jeune homard, à un certain moment, il est obligé de renoncer à sa carapace de jeune homard pour en chercher une autre. Oui. Entre cette période-là, justement, il est vulnérable, voire agressif et très très fragilisé. Et donc on prend cette image-là pour expliquer aux parents que entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescent, il est comme cet homard. Il est obligé de renoncer à sa carapace, justement, d'enfant, pour construire une identité d'adulte. Ce n'est pas toujours évident, parce que justement, le deuil de l'enfance va amener certains questionnements, des doutes. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va. Et donc, et certains comportements aussi de révolte. C'est un âge révolutionnaire, je le répète. Tout à fait. Donc il se révolte, il désobéit aux parents. On va détailler tous ces comportements-là, justement, parce que ça perturbe complètement les parents. Et en même temps, quand j'essayais de trouver un titre pour ce rendez-vous, quand j'essayais de préparer cette émission, à chaque fois je me dis oui, mais l'adolescence, le titre finalement c'est l'adolescence, c'est quoi? Mais ce sujet a été traité mais des millions de fois par les chaînes de télévision, les radios, les magazines et tout ça. Et constamment, on se retrouve en tant que parents à se poser les mêmes questions pratiquement année après année, génération après génération. Et tout ce que vous dites est plein de bon sens, donc comprendre l'adolescent et tout ça, mais en tant que parent, on reste quand même désarmé face à notre adolescent. C'est-à-dire que quand on a un enfant ado à la maison, on est perdu, même si on entend les spécialistes dire tout ça. Fatem Zahra. Non, pas forcément. C'est l'ado qui est perdu en fait. Il faut juste savoir accompagner son enfant qui commence à grandir, à se construire une personnalité qui est en mutation. Il ne faut pas l'oublier, il est en souffrance. Il faut être à côté de cet enfant, l'encadrer, le ramener vers soi, Alors on va donner des exemples, justement. Ouais. Par exemple, les parents nous disent, certaines mamans nous disent, la maman devient l'ennemi numéro 1 de sa fille pendant l'adolescence. Est-ce que c'est une réalité, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez à travers les rencontres des personnes que vous coachez, Fatem Zahra? Oui, tout à fait, parce que la maman ne se donne pas la peine de comprendre son adolescente en difficulté. Est-ce que ce n'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet psychologique à cette réaction, par exemple, de repousser la mère? Est-ce que la mère... C'est la mère, en fait, qui a du mal à affronter l'adolescence.
parce que qui dit adolescence pour les parents dit justement devoir perdre cette possibilité de contrôle sur l'enfant qui grandit. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est vraiment la spécificité de la mère avec la fille pendant l'adolescence? Parce que c'est son modèle, tout simplement. C'est son modèle, voilà. Le modèle de la fille, c'est bien sa maman. Et le modèle du garçon, c'est bien son papa. Mais pour vous, en tant que psychologue, Camélia, pourquoi la fille s'en prend à sa mère pendant l'adolescence? Pas forcément à la mère. Je dirais que justement, il y a réaménagement des relations. Peut-être la mère, parce que justement, c'est celle qui va être un tout petit peu plus intrusive dans la vie de sa fille. Mais d'un point de vue, je vais dire, classique, oui, l'adolescent va être amené justement à renoncer ou à se révolter contre toute figure d'autorité, à commencer par les parents. Mais certaines familles connaissent de vrais clashs pendant l'adolescence. C'est-à-dire qu'on entend des parents nous dire, ou des mères, par exemple, en souffrance, nous dire « Moi, mon fils et mon mari, c'est la guerre entre eux constamment pendant cette période d'adolescence. » Ou encore, elle peut nous dire « Moi, avec ma fille, est constamment en train de me critiquer, constamment en train de relever, à la limite de la méchanceté. Elle va venir critiquer ma façon de m'habiller, ma façon de me maquiller, ma façon de marcher. Tout en elle, tout en moi est critiquable à ses yeux. » Et comment, justement, on peut dire à des parents de tempérer face à un peu cette forme d'agressivité et d'agression de la part de son propre enfant, parce qu'il faut essayer aussi de se mettre à la place de ses parents. Il faut savoir, il faut que les parents sachent qu'est-ce qu'il veut un adolescent en fin de compte. Il est à la recherche de 4 objectifs que les parents doivent connaître. Le premier, déjà, c'est accepter et établir une relation avec ce corps nouveau. C'est un corps nouveau pour lui. Deuxième chose, c'est pouvoir se dégager des liens tissés, c'est-à-dire des liens affectifs tissés avec les parents. Troisième chose, c'est se trouver une image de soi satisfaisante et ne plus dépendre et ne plus être soumis aux projets parentaux. Et quatrième chose, justement, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. D'où cette crise qu'on appelle crise d'adolescence. Oui, mais il revendique tout ça à un âge où il n'est pas outillé pour. Il faut l'accompagner pour, il faut être à côté pour. On a du mal quand même en tant que parent. Non, moi j'ai essayé avec mes 2 ados, ça s'est bien passé, très bien passé même. C'est vrai qu'avec ma fille au début, j'ai pas bien saisi pourquoi, par exemple, à l'âge de 15 ans, 16 ans, elle voulait à tout prix se maquiller. Oui. Donc là, oui. Et quand je me suis remise en question, c'était de ma faute, parce que l'enfant, c'est les parents qui le façonnent. Et je me suis aperçue qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, je trouvais mignon de lui offrir, par exemple, un rouge à lèvres, un vernis à ongles, un fard à joues. Donc, elle a pris l'habitude, tout simplement. C'est nous qui façonnons l'enfant, qui devient ado. Donc ensuite, quand cet ado vient demander à se maquiller officiellement pour... c'est de ma faute, tout simplement. C'est de ma faute. Il ne fallait pas le faire. Oui. Rita, pardon, Camélia, vous en pensez quoi? Alors, je pense que, justement, avoir un adolescent à la maison, c'est très souvent pas facile à gérer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend dans nos cabinets, et surtout que l'adolescent n'y va jamais dans la tiédeur. Oui. Il souffle soit le chaud, soit le froid. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, soit on va avoir un adolescent qui va être dans l'altercation la plus extrême, soit on va avoir justement un adolescent, encore une fois, qui va être mollasson mais extrême. C'est ce que disent les parents. Oui, mais en même temps, il n'aime rien, il veut rien faire, il est mou, il est véritablement mollasson. Donc, on retrouve justement cette extrémité chez les adolescents. Maintenant, comme on a dit, l'adolescent renonce à un état d'enfant, à une identité première acquise, à savoir un corps. Et Fatem Salah en a parlé. Donc l'adolescence va venir chambouler justement les repères corporels. Il dort, il se réveille avec un bouton. Donc il sait comment il va dormir, il ne sait pas comment il va se réveiller. Ne serait-ce que ça fait que justement son narcissisme ou l'image de lui-même est écornée et prend justement est un peu impacté. Donc un adolescent qui est critiqué va inévitablement lui ou elle aussi commencer à critiquer ses parents. Quand vous dites critiquer, c'est-à-dire par les parents? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on impulse en quelque sorte ces réactions chez nos enfants? Oui, c'est un mode en ricochet. C'est-à-dire, je vais critiquer l'enfant, il a été habitué à la critique. À un certain moment, il ne faut pas s'étonner que lui aussi, il puisse nous critiquer également. C'est-à-dire que c'est, en fait, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, on ne critique pas l'histoire du bouton, mais comme vous dites, c'est un fonctionnement peut-être dès l'enfance. Nos premiers rapports avec cet enfant ont été construits comme ça? Tout à fait. L'adolescence vient en fait en miroir de nos rapports avec nos enfants? Tout à fait. Et vient justement, la crise va signifier
un nouveau réaménagement des relations. Donc, ces relations ne vont pas toujours se passer dans la joie et la bonne humeur, mais en même temps, ces altercations sont nécessaires pour les enfants pour qu'ils puissent, encore une fois, construire leur identité. Donc, nous, ce qu'on demande aux parents, c'est que justement, cette crise, elle est nécessaire. La perturbation en elle-même est nécessaire. Le but étant que vous soyez comme un mur et de vous dire que justement, l'agressivité, elle n'est pas dirigée vers vous. Il fait une projection d'une agressivité qui est déjà interne et qui a du mal à vivre. Fatem Zahra l'a dit, l'adolescence est une période de souffrance et de mal-être. Le corps change, les amis changent, tout autour de moi change. Donc, automatiquement, je vais être amenée à projeter mon agressivité et mes angoisses sur mes premiers objets d'amour, à savoir mes parents. Parce que je suis sûre et certain que mes parents, quoi que je fasse, seront toujours là pour moi. C'est pour ça que, justement, au lieu de diriger cette agressivité envers les amis ou envers d'autres personnes, il va d'abord et avant tout les diriger vers la maman, qui est le premier objet d'amour, et aussi vers le papa. Mais quand vous dites diriger parce que c'est nécessaire, très bien, ça c'est un fait. Et l'autre fait, vous dites, c'est parce qu'il y a eu fonctionnement comme ça. Aussi. Également, oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu anticiper tout ça, on aurait pu éviter tout ça si on avait fait attention à la façon avec laquelle on s'adresse à nos enfants. Tout à fait. On peut anticiper cette fameuse crise? Mais bien sûr. Oui, tout à fait. On peut la travailler. On peut justement amener notre enfant à développer un autre canal de communication et faire en sorte que la communication soit installée depuis le jeune âge, qu'on puisse être à l'écoute et justement préparer l'enfant qu'il va y avoir un moment où il va y avoir un chamboulement. Tant sur le plan corporel, c'est normal que moi aussi, en tant que mère ou père, j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nos enfants, ils n'ont pas du tout de visibilité par rapport à leur fonctionnement. À aucun moment, ils ne se disent « Ah là, je suis en train de vivre l'adolescence, je suis en train de criser parce que justement, j'ai un pic hormonal. » À aucun moment. Et en même temps, on remarque qu'il y a beaucoup de parents qui oublient justement qu'ils ont été eux aussi adolescents. Et qui l'oublient, ou il y en a qui disent « Mais moi, j'ai jamais pu dire ça à mes parents. J'ai jamais pu claquer la porte sur le nez de mes parents. J'ai jamais pu dire tu me casses les oreilles. Par exemple, certains ont été incapables, jamais on n'a pu dire ça à nos parents. Et nos enfants, par contre, sont dans ce fonctionnement-là. Et c'est pas si mal en même temps. C'est pas si mal tant que justement la communication elle reste justement établie. Le but étant parce que ça frôle le manque de respect. Pour vous, les spécialistes, c'est quoi la crise d'adolescence et c'est quoi le manque de respect? Alors le manque de respect, c'est justement je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais c'est relatif. Oui, l'insolence, tout à fait. Mais en même temps, c'est relatif à chaque famille. Donc, il y a des familles qui mettent justement le seuil de tolérance assez bas et pour d'autres familles, la tolérance est assez haute. Maintenant, l'adolescent va essayer justement de briser ses limites et essayer de les transgresser au fur et à mesure qu'il peut. Il a besoin de trouver justement ce mur dont je parle, qui trouve du répondant, qui trouve des parents qui vont être quand même fermes, pouvoir dire oui. On va y arriver justement, c'est important, ça veut dire oui, lâcher mais garder le cadre. On revient, Fatem Zahra, l'histoire de l'insolence. Justement, il faut savoir que l'adolescent cherche à se prouver, il ne faut pas l'oublier, à dire que j'existe, aussi bien aux parents qu'aux enseignants, à dire que je suis important. Et c'est justement par les conduites déviantes, par exemple, et les risques qu'il dit, c'est un message en fin de compte, c'est un message qu'il adresse à l'entourage pour leur dire regardez-moi, faites attention à moi, j'existe, je suis là. Mais si on peut insister sur cette histoire, manque de respect, crise d'adolescence, insolence, comment rester imperméable? Parce que vous dites toutes les deux en tant que spécialistes, il faut rester imperméable. C'est pas envers le parent, sa personne, mais envers en fait cette figure que l'adolescent se rebelle. Il en a besoin, c'est important pour lui, mais il faut pas oublier que celui qui reçoit les coups, c'est un être humain. C'est ce parent qui a mis au monde cet enfant, qui a donné naissance. C'est la figure parentale aussi. On peut pas lui demander d'être de marbre face à tout ça. Donc, justement, comment une mère gère ce genre d'agressivité? Est-ce que, par exemple, vous, en tant que mère, avec vos enfants pendant cette période d'adolescence, est-ce que pour vous c'était un manque de respect, c'était de l'insolence? Est-ce que parfois c'était difficile à ravaler? Oui, parfois c'est difficile à ravaler, mais tant qu'on n'a pas, à mon sens, tant qu'on n'a pas explicitement fait comprendre à l'adolescent qu'il y a d'autres moyens pour se faire important, pour dire j'ai existé. Je vous donne un exemple. Maintenant, votre fille vient vous dire oh maman, mais tu m'embêtes. Maman, arrête, c'est pas tes affaires. Alors justement, comment une mère réagit? Comment une mère
Comment vous avez réagi face à ça? Alors, tu m'embêtes, c'est pas tes affaires. Voilà, avec la portée un peu. J'ai été insolente ou pas? C'est-à-dire que l'adolescence, c'est la continuité de mes travaux. D'accord. L'éducation de mon enfant, c'est un chantier que je commence dès l'enfance. Donc, il ne faut pas que je sois étonnée, par exemple, si demain ma fille me dit pourquoi tu as fait ceci ou cela, si elle m'a vu faire pendant l'enfance. Avec elle? Oui, tout oui, à mais fait. moi, en tant que mère, je peux lui dire pourquoi tu as fait ça. Je veux dire, on n'est pas des manuels d'éducation. C'est une question. C'est légitime. On reste un référent aussi, il ne faut pas l'oublier. On reste leur référent. Ça met la barre trop haute, non? Non. Au niveau de la... Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Camélia? Moi, je pense justement que quand on est affecté par les propos d'un enfant, qu'il soit enfant ou adolescent, il ne faut pas éviter, enfin, il faut lui dire dans un premier temps, lui dire que, voilà, tes mots me font mal. Mais en même temps, l'exemple que vous avez donné, c'est que justement, tu m'embêtes, ce ne sont pas tes affaires. À un certain moment, nous, en tant qu'adultes, on n'accepte pas que nos enfants soient intrusifs. Et bien l'adolescent, lui aussi, a besoin d'une certaine marge de manœuvre, de certaines libertés. Donc la petite fille, enfin l'adolescente maintenant, qui va dire à sa mère, écoute, tu m'embêtes. Bien sûr, nous invitons la maman à accuser le coup et revenir par la suite pour lui dire, écoute, tu sais, quand tu utilises certains termes, ben moi, je les trouve extrêmement blessants et ils me font mal. Par ricochet, ils me font mal. Il faut pas oublier que même si parfois on a l'impression qu'ils cherchent l'altercation et ils cherchent les conflits, ils sont les premiers à en souffrir de ces conflits. Parce qu'il y a justement cette hypersensibilité chez eux et ils souffrent quand ils voient qu'il y a eu conflit avec les parents et que maman n'est pas très contente ou que papa, justement, lui aussi est affecté par ces conflits. Donc, premièrement, ne pas hésiter à parler de l'enfant et à exprimer nos difficultés, à le comprendre, nos difficultés à trouver un canal de communication avec lui, lui dire écoute, à un certain moment, j'ai conscience de mes limites et je ne sais pas comment réagir avec toi, que tu dois me dire comment est-ce qu'il faudrait que je réagisse. Donc, je t'embête. Pourquoi? Parce que j'ai fait ceci ou cela? Très bien. Ça me permet moi aussi de comprendre quelles sont tes limites, toi aussi, et moi aussi, mes limites. Est-ce qu'on peut arriver à un moment... Oui, pardon, je pose la question. Est-ce qu'à un moment, il faut être ferme? Arrêter de discuter et de négocier. Est-ce qu'au bout d'un moment, il faut faire preuve de fermeté? Tout à fait. Et de cohérence, surtout. C'est-à-dire, quand je suis ferme aujourd'hui, il faut que je continue à être quand même cohérente demain. Et pas dire là, non pour aujourd'hui, mais c'est peut-être possible demain. Donc déjà, lui, il est complètement perdu. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc il a une perte de repère corporel. Et aussi, donc, des difficultés sur le plan psychologique. À un certain moment, il a besoin justement de ce mur. À chaque fois, comme un raz-de-marée, je vais venir frapper contre ce mur, mais ce mur va rester quand même solide. C'est pas évident. Donc il ne faut pas oublier que c'est transitoire. Oui, Fatem Zahra. Oui, je voulais dire que nous, parents, on a beau vouloir poser des limites, cadrer, recadrer avec notre adolescent, tant qu'il n'y a pas eu cette communication, ce dialogue, ce partage, cette écoute, cette empathie avec l'enfant, ça servira à rien du tout. Donc vraiment, vous rejoignez sur ce point. Absolument. Il faut vraiment accompagner son enfant devenu ado pour en faire un adulte plus tard. C'est-à-dire comment on aborde la discussion avec un ado concrètement? On sent qu'on commence à être un peu l'objet d'agression. On est un petit peu, on sent que les os sont un petit peu troubles. Comment poser des questions, savoir où ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas, pour quelles raisons par exemple, tu as les nerfs à fleur de peau, qu'est-ce qui a déclenché cette colère chez toi, explique-moi. Il a besoin de réponses convaincantes. C'est justement ces questions restées en suspens. C'est-à-dire lui dire maintenant, tu es dans une phase assez particulière de ta vie. Oui, parfaitement, je comprends. Et moi aussi en tant que parent. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit tout à l'heure, les parents ont peur de l'adolescence parce que ça leur soustrait premièrement leur statut social et leur parentalité, leur histoire de vie avec l'enfant qui est en soi, et ça leur rappelle quelque part qu'ils commencent à vieillir, donc ils n'acceptent pas ça. Automatiquement, l'adolescent est en souffrance et les parents aussi. Les parents, alors certains parents nous disent, certaines mamans en particulier disent, souvent on laisse la maman gérer l'adolescence, la période d'adolescence, les difficultés, la crise, elle est un petit peu l'apanage de la mère. Le père observe ça avec beaucoup de distance, aborde rarement le dialogue avec ses enfants, mais quand il y a un problème,
c'est vers la femme, l'épouse, vers la mère qui va. Est-ce que c'est un pas forcément? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'en consultation, j'ai les deux parents qui se plaignent de l'adolescent, par exemple, ou l'adolescent qui se plaint des parents, des deux, de la maman et du papa. Mais justement, un ado se plaint de ses parents, qu'est-ce qu'il vous dit? On sait ce que les parents disent, mais on ne sait pas ce que les ados disent. Oui, je suis incompris, j'arrive pas à communiquer, tout ce que je demande est refusé et rejeté, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'acheter une moto, il me la refuse, j'ai envie de sortir avec les copains. En même temps, on peut comprendre. Alors justement, parce que là, vous mettez le doigt sur les problématiques. Tout à fait, mais il ne sait pas que les parents ont cette peur en eux pour lui. Ah. C'est-à-dire que pas. Voilà, tout à fait. Donc, il est tout le temps en revendication. Je ne comprends pas. Mais par exemple, les parents peuvent expliquer à leur ado pourquoi, par exemple, ils refusent de lui acheter une moto, pourquoi ils refusent de le laisser rentrer tard. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais tous mes copains font ça. Tous mes copains sortent jusqu'à 11h du soir ou minuit. Tous mes copains vont en boîte de nuit. Et donc les parents, certains parents m'ont dit, on a envie de mettre les limites, mais on a l'impression que les autres parents ne nous aident pas aussi à mettre les limites. Est-ce que c'est justement quelque chose que vous rencontrez? Ça peut être ça aussi. Oui, alors il ne faut pas oublier que certains adolescents sont très manipulateurs aussi. Il faut qu'on se le dise. Maintenant, très souvent en consultation, quand on reçoit des adolescents et des parents, souvent l'adolescent nous dit, écoutez, moi, j'ai pas de problème, c'est souvent eux. C'est eux, c'est les parents. C'est les parents. Donc, le gros problème de l'adolescent, c'est celui des parents. Donc, le problème, c'est les parents et pas eux. Donc, la communication est souvent brouillée parce que, justement, il y a des revendications souvent d'adultes, je veux une moto ou je veux sortir tard, je veux certaines libertés qu'on ne m'accorde pas. Et par conséquent, je considère que ce sont des besoins. Et si mes besoins ne sont pas assouvis, et bien justement, il y a crise. On va voir comment solutionner tout ça juste après la petite pause. Merci beaucoup, Fatem Zahra El-Fathi, coach en développement personnel, accompagnement des familles. Camélia Zakaria, vous êtes psychologue clinicienne. On se retrouve à tout de suite. N'oubliez pas également notre interview spéciale sur ado et VIH avec la présidente de l'ALCS Casablanca, Madame Nora Mejed. À tout de suite sur Média TV. Allez, on reprend cette fameuse discussion autour de l'adolescence. Justement, on essaye de décrypter tout cela pour vous, pour essayer de retrouver cette sérénité. Nos spécialistes le disaient, l'adolescence, une période délicate, mais nécessaire parce qu'elle fait partie de la construction de l'adulte de demain. Ça, il faut le garder en tête et il faut avoir énormément d'indulgence pour vous-même en tant que parent. Allez, on continue la discussion sans oublier également qu'on s'attaque aussi juste après à un autre sujet qui concerne l'adolescence, cette fois-ci le VIH, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Mesdames, on continue? Oui. Alors, Camélia, on revient sur le point sur lequel on s'est arrêté il y a quelques instants. C'est ces ados, justement, qui revendiquent des choses, pensant que c'est de leur plein droit, avoir une moto, vouloir sortir, des conduites à risque, la cigarette, plein de choses, pensant que ça y est, ils sont devenus adultes et que c'est un plein droit. Exactement. Donc, on a ce désir, justement, d'autonomie, d'indépendance et d'avoir des choses d'adultes. Et en même temps, on a un autre versant. Pardon, je précise juste que la cigarette n'est bonne ni pour les ados, ni pour les adultes. Tout à fait. Voilà, absolument. Et donc, on a sur un autre versant des comportements complètement immatures. C'est-à-dire, comment faire confiance à un adolescent? Mais quand je le vois conduire, ne serait-ce qu'un vélo, il est en train de faire des saltos avant, des saltos arrière. Donc, à un certain moment, même moi, en tant qu'adulte, je me pose des questions. Donc là, par rapport à ce genre de comportement où ils essayent de transgresser certaines limites, ne serait-ce que la limite de sortir. J'ai envie justement de sortir la nuit tard. Donc on entend souvent les adolescents nous dire « oui mais il a extrêmement peur, mais moi je ne comprends pas ». Tous mes amis font ça. Tous mes amis font ça et mes parents sont extrêmement rigides. Donc premièrement, ne pas hésiter de dire à un enfant deux choses. La première, c'est que les autres sont les autres et nous, c'est nous. Et donc ici, il y a des règles de fonctionnement qui peuvent être complètement différentes des autres. Et que justement, je ne t'empêche pas de sortir. C'est juste que moi, mon enfant, j'ai peur pour toi. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime énormément, mais j'ai peur qu'il t'arrive certaines choses. Donc à une certaine heure, les risques et dangers sont quintuplés et je préfère que tu sois sous le toit que tu sois à l'extérieur. C'est-à-dire trouver un discours apaisant pour l'enfant, ne pas l'empêcher de sortir, mais ne pas non plus céder à certaines demandes qui peuvent être considérées aussi comme des caprices. Donc,
être dans l'expression. Ne pas être dans le rejet le plus total, lui dire, là, de toutes les manières, tu vas y aller pour fumer ou pour ceci ou pour cela, et tes fréquentations sont extrêmement mauvaises. C'est ce que justement reprochent les adolescents aux parents pour dire, alors à chaque fois, ils sont dans le jugement oui. de mes camarades et aussi de mon propre jugement, comme si, justement, je n'avais aucune éducation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne refait pas une éducation à 13 ans ou 14 ans ou 15 ans, on ne peut que les accompagner. Ils ont été éduqués, ils ont eu les bases nécessaires, mais un certain équilibrage et aiguillage est toujours nécessaire. Donc il faut continuer justement à laisser libre cours à la parole, à la communication et justement à ces altercations pour pouvoir rééquilibrer et corriger certaines choses. L'histoire des amis, justement, Fatem Zahra, Camélia vient d'en parler, l'histoire des amis. Et ces ados qui disent, ils sont constamment en train de juger mes amis comme si j'étais incapable de savoir choisir. Mais nous, par exemple, en tant que parents, on voit que cet enfant, cet adolescent, l'ami de mon enfant ou la nouvelle connaissance de mon enfant est une personne qu'on considère, nous, comme adultes, qui pourrait être de mauvaise influence. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit stop, tu ne la fréquentes plus? On est dans l'aiguillage, l'accompagnement. Parfois, c'est pas évident d'être... C'est-à-dire qu'on peut conseiller à ce moment-là, mais on ne peut pas lui dire cesse de fréquenter cette... Et pourquoi on ne lui dirait pas? Justement, pourquoi on ne pourrait pas lui dire si on voit vraiment que cette personne n'est pas fréquentée? Il ne va pas vouloir. Au contraire, il fera l'inverse de ce qu'on dit. Il ne faut pas justement aller à contresens avec son adolescent. Il faut l'accompagner, comme je dis et je ne cesse de le dire, rester à ses côtés, c'est-à-dire l'orienter, lui montrer jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais à quel moment on fait preuve de fermeté? Quand exactement? Justement parce qu'un ado a besoin d'être aiguillé, accompagné, mais quand on voit que ça va à la dérive, est-ce qu'il ne faut pas être ferme? Oui, stop, oui, et arrêter de trop justement jongler avec sa psychologie, attention. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand par exemple je vois qu'il a commencé, mon adolescent, qu'il a commencé à s'adonner à la drogue, qu'il y a des plaintes. Qu'il y a des plaintes du mais collège. Ça, c'est l'extrême. Oui. Comment on peut éviter ça? On voit par exemple que s'il fréquente cette personne, c'est vers cette voie-là qu'il va aller. En communiquant, je le répète, il faut constamment communiquer avec ses enfants, notamment ses adolescents. La fermeté, non. La punition, non. Pas vraiment. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Tant qu'il n'a pas justement compris, tant qu'on n'a pas explicitement fait comprendre les choses à mon adolescent, il y aura toujours des actes de transgression. Mais justement, qu'est-ce qui attire dans le comportement à risque, par exemple? Justement, vous avez abordé l'histoire des drogues. C'est par le risque qu'il se prouve, qu'il évolue l'impact sur l'entourage et sur les parents surtout. Mais pourquoi ce besoin d'évaluer? Pour se faire repérer, pour dire, remarquez-moi, j'existe, je suis un être, je suis C'est un environnement déjà problématique? Familial déjà problématique? Il est à la quête de son identité. Il se recherche. Il ne sait pas qui il est. À l'adolescence, ça fait peur en tant aux parents d'entendre ça, parce qu'on se dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai beau, entre guillemets, essayer de donner une éducation à mes enfants, les accompagner, les guider, mais je ne sais pas ce que l'adolescence me réserve. Mon ado peut aller vers la drogue. Il faut juste que les parents mettent en tête que les besoins de l'adolescent ne se situe pas, selon la pyramide de Maslow, dans les besoins de survie et de sécurité. Il se situe au niveau 2 et 3, 3 et 4. C'est-à-dire les besoins l'estime de soi, d'appartenance, d'estime de soi et de valorisation. Tout à fait. Donc, si les parents comprennent ça, ça pourrait aller. Alors, je rajoute quelque chose, c'est que justement ces comportements à risque sont extrêmement valorisés par ses camarades. Ouais. Donc lui, il va essayer de prouver au fur et à mesure certaines choses pour gagner en popularité ou gagner en valorisation. Alors, on va revenir le versant des parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre enfant a besoin justement de se projeter. Il a des difficultés, lui, pour se projeter. Donc il a besoin de vous, que vous lui disiez, voilà, justement, il va y avoir un moment où on va te proposer de la drogue. Il va y avoir un moment où on va te demander de boire certaines choses. Et là, tu auras le choix de dire non comme de dire oui.
moi, je te fais confiance et je sais pertinemment que tu ne vas pas me trahir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous évaluez justement quand vous dites à un enfant, je suis sûre que tu ne vas pas me trahir et je te fais confiance. Il y a très peu de chances que cet enfant vous trahisse. Mais en même temps, l'aider à se projeter. Tu sais, là, justement, on va te proposer certaines choses. Tu sais aussi, à un certain moment, tu vas devoir choisir des études. Tu vas devoir choisir une orientation. C'est-à-dire aider cet enfant à retrouver des repères et des repères auprès de vous. Il va y avoir un moment où tu ne seras pas toujours d'accord avec moi et que moi non plus, je ne serai pas toujours d'accord. Et ça, c'est quoi? Pendant l'enfance qu'on prépare déjà les bases? Mais oui, mais surtout au niveau de la puberté aussi. Au niveau de la puberté, c'est-à-dire vous avez parlé de fermeté. Être ferme à 13 ans, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact que lorsque j'essaie d'être ferme à 16 ans ou à 17 ans, c'est complètement différent. Donc à 13 ans, je suis dans une négociation qui est beaucoup plus light, qui est beaucoup plus soft. Donc ce n'est pas encore un adolescent en puissance et en même temps, je le garde encore sous ma coupe. Par contre, à 16 ans ou à 17 ans, je suis dans une négociation de haut niveau. C'est pas encore un adulte, c'est presque un adulte. Non, mais il se pense et se croit adulte. Donc il a besoin de certaines libertés et de marge de manœuvre en tant qu'adulte. Et c'est là justement que le fait de lui dire je te fais confiance et je sais que tu ne vas pas me trahir prendra toute sa place et aura tout son effet. C'est impulsé justement dans votre enfant que vous avez confiance en lui, qu'il est compétent, qu'il va y arriver. Un enfant qui est estimé est un enfant qui arrive à se réaliser et c'est un enfant justement qui arrive à réussir et à ne pas décrocher d'un point de vue scolaire, ne pas toucher aux addictions parce qu'il ne sait pas ricocher qu'il y a quelqu'un à la maison. Et qui ne sera pas sous l'emprise des pères aussi. Mais tout à fait, justement parce qu'on l'a déjà projeté et préparé à ce genre de situation au lieu que ça soit tabou. Très souvent, c'est le cas. On ne parle pas d'addiction, on ne parle pas de sexualité avec ces adolescents, en estimant que c'est tabou et on laisse justement Internet ou des pères, donc des camarades, PARS, faire l'éducation de nos enfants, ce qui est souvent très mauvais. Justement, cette question aussi notamment de la sexualité et des maladies et du VIH, on va l'aborder dans quelques instants. C'était la journée mondiale de lutte contre le sida il y a quelques jours. On va en parler avec Madame Noura Mjed. C'est très tabou, mais malheureusement ça existe et ça existe chez nous et c'est important aussi pour l'émission de faire de la sensibilisation. Les dernières minutes de l'émission, Mesdames, la crise de l'adolescence, est-ce qu'elle est nécessaire? Fatem Zahra. Elle est nécessaire, oui. C'est une phase importante de la vie. Il faut pas l'étouffer parce qu'elle risque de réapparaître tardivement chez l'adulte justement qui n'a pas connu cette phase-là. Et donc l'adulte adolescent qui, même marié avec des enfants, sera toujours, au lieu de chercher à se réaliser, sera toujours à la recherche de son identité, doutera de lui, non autonome, dépendra de quelqu'un, de l'épouse, pourquoi pas, donc aura un comportement d'adolescent. Donc il faut absolument passer par cette phase. L'adolescence, c'est une période de friction, de tension, mais qui est nécessaire. Et vous avez dit au début de l'émission, on revient sur ce point, qu'il était important quand même de garder un cadre. L'idée n'est pas de constamment faire plaisir à l'adolescent. Exactement. Garder un cadre et surtout ne pas oublier que le maître mot, c'est l'écoute. Ces altercations sont nécessaires pour pouvoir justement qu'il construise son identité et connaître aussi ses limites. Mais le but étant justement de laisser le dialogue ouvert et de ne jamais arriver à la rupture avec cet enfant, avec votre enfant. Toujours laisser justement la fenêtre ouverte pour pouvoir communiquer, pour pouvoir corriger, pour pouvoir aiguiller. Elle est nécessaire. Elle lui permet de s'identifier et d'être un adulte en devenir. Pour pouvoir la prévenir, il n'y a rien de mieux que de pouvoir accompagner votre enfant en amont et en aval, lui parler, l'aider à se projeter et surtout ne pas avoir de difficultés à lui parler de certaines difficultés qu'il risque de rencontrer une fois avec ses pairs, à savoir la drogue ou la sexualité ou autre problématique. Alors justement, qu'est-ce que vous dites aux parents qui par exemple disent « moi j'ai toujours été là pour mon adolescent, j'ai toujours tout fait pour lui, mais voilà, soit il a commencé une consommation de drogue, soit il a des comportements déviants, soit ça crise énormément à la maison. Est-ce qu'il y a eu une faille quelque part? Est-ce qu'il y a une trame générale à cette faille? Pas toujours. Parfois, ça ne marche pas. Voilà, il faut se dire ça, c'est que parfois ça ne marche pas et il faut aussi aider les parents à ne pas culpabiliser à outre mesure. On a souvent des parents qui vont être soit extrêmement rigides, et là ça mène vers la rupture du dialogue, ou on va avoir des parents qui vont essayer d'être copains à l'adolescence pour essayer d'éviter justement ce genre de comportement problème, mais on y arrive.
Quoi qu'il en soit, on y arrive. Parce que justement, cet adolescent a toujours besoin de limites et besoin de cadres. Donc, pour ces parents-là, à un certain moment, il faut avoir conscience de ces limites et de se dire, ben, je n'y arrive pas avec cet enfant. Peut-être que je suis moi-même en train de reproduire un certain schéma. Ne pas oublier que ça reste un être humain, qu'il n'a pas forcément un mode de pensée qui est très très différent du nôtre. C'est pas un martien, ça reste quand même un être humain. Et il faut rétablir la communication, ne pas aller jusqu'à la rupture. Si je n'y arrive pas, dans ce cas-là, il faut aller consulter, demander l'aide, soit avec votre adolescent s'il accepte, soit y aller vous-même pour essayer d'avoir justement ce qu'on appelle la guidance parentale et avoir des solutions à ces difficultés avec ses enfants. Alors Fatem Zahra, est-ce qu'on vit la même chose avec un premier adolescent, un deuxième? Est-ce qu'on est, après avoir vécu en tant que mère une première crise d'adolescence, ou une période, est-ce qu'on est immunisé pour la suite, pour les autres? On est mieux préparé. C'est-à-dire qu'avec l'aîné, par exemple, ça reste une première expérience. Donc, automatiquement, on commet des erreurs, lesquelles, enfin, qu'on peut rattraper avec le cadet. Oui. Donc, moi, avec ma fille, oui, j'ai commis des erreurs, je le reconnais. Un peu trop ferme? Un peu trop laxiste? Je pensais bien faire. Oui, bien sûr, mais oui, il n'y a pas de jugement de... Mais bon, avec le cadet, bon, j'ai pas vraiment souffert avec lui, ni lui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de communication entre nous, il y avait beaucoup de dialogue. Sans être la copine? Si, c'est très important. Mais Camélia vient de dire qu'il ne faut pas être le copain de son ado. Moi, j'ai été, je le suis toujours d'ailleurs, je suis la grande amie de mes enfants. La première... à qui ils se confient, la confidente, je sais tout d'eux, je connais leurs copains, je suis aussi l'amie des copains, des copines, donc ce sont mes amis, je suis leur amie, et j'en suis fière. Alors les spécialistes ne sont pas toujours d'accord. Peut-être que, je ne sais pas si Camélia a des enfants, peut-être que je me pose la question. Les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur ce point-là en particulier, absolument. C'est que la relation doit quand même rester asymétrique. Je suis le parent, tu es l'enfant. Donc elle tend justement à devenir symétrique quand justement ils arrivent à l'âge adulte. Donc à un certain moment, là on a parlé d'enfants, d'adolescents qui sont en crise. Oui. Tous les adolescents ne font pas justement de crise. Voilà. C'est certainement le cas des enfants de Fatem Zahra. En tant que maman justement avertie, et c'est pour ça qu'on fait cette émission grand public, pour que tous les parents puissent être avertis à ces situations, à ces problématiques, pouvoir anticiper, se remettre en question aussi. Ça fait pas de mal, ça fait au contraire énormément de bien. Merci beaucoup mesdames pour votre gentillesse, expertise, confiance à l'émission, parce que vous nous avez raconté, Fatem Zahra, des choses personnelles. Oui. Que je partage avec plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup au nom de tous les téléspectateurs d'On se dit tout. Moi je reste avec vous, on enchaîne tout de suite, si vous le permettez, sur un sujet très délicat, c'est vrai, mais nécessaire. Ça fait partie de la prévention, de la sensibilisation VIH et ados. À tout de suite. Allez, on continue notre émission On se dit tout et on enchaîne cette fois-ci sur notre interview santé consacrée ce matin justement à une problématique, une thématique vraiment délicate mais qui existe, et justement le rôle de l'émission, c'est de ne pas fermer les yeux sur la réalité, de faire de la prévention, de la sensibilisation. Merci beaucoup d'être là avec nous, Madame Noura Mjed. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes présidente de l'ALCS Casa. Oui. Et avec vous, on va parler, on enchaîne sur le sujet. Tout à l'heure, avec les spécialistes, c'était l'adolescence, qu'est-ce que c'est? On va parler de VIH et VIH et adolescence. La journée mondiale, c'était il y a quelques jours. Le SIDAction, c'est pour bientôt aussi. Et justement, on va parler de la situation des ados. Est-ce qu'on a des chiffres sur la prévalence? Alors déjà, on doit connaître quel est le chiffre actuel des cas déclarés, des cas de sida déclarés depuis 1986 jusqu'à fin décembre 2015. On est à 11 298 cas, donc dont 55% déjà qui sont arrivés au stade sida. Et on a une estimation de 24 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique, dont 33% de jeunes, justement, qui ne savent pas leur statut sérologique. D'accord. Donc ça, c'est des chiffres... Voilà. Donc, des chiffres qu'on gère, nous, à la LCS. Nous avons 577 jeunes adolescents entre des nouveau-nés et l'âge de 13 ans. Donc, c'est un chiffre quand même alarmant. Donc, 500... Donc, vous parlez également d'enfants, pas uniquement d'adolescents. Quand vous dites nouveau-nés, c'est des bébés, c'est l'enfant. 0 et 13 ans. Donc on a 577 cas. Parce que pour l'ALCS,
en termes d'infection adulte, c'est à partir de 15 ans. Non, c'est pas à partir de 15 ans, c'est à partir de 19 ans. De 19 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites de la tranche 13-19? Alors, il y a une autre tranche 14-18. Oui. On a 62 cas suivis par la SCS et qui sont accompagnés psychologiquement, socialement, etc. Donc, 62 cas suivis par la SCS. Avec les 577 aussi, hein, parce que jusqu'à l'âge de 13 ans quand même, parce que l'adolescence, ça commence à peu près l'âge de entre 11 ans, 13 ans, donc voilà. Absolument. Donc ça dépend des cas, ça dépend si c'est des garçons, des filles. Mais ça, c'est des enfants qui sont nés avec le VIH Voilà, ou donc qui... les 577, ce sont des enfants qui sont nés avec le VIH et bien sûr qui vont vivre leur adolescence séropositive. Exactement. Est-ce que vous préparez d'une certaine manière l'arrivée de cette fameuse adolescence, crise identitaire, chez ces enfants qui sont nés et qui ont toujours connu le VIH et les traitements? Bien évidemment. Donc pendant leur enfance, généralement c'est les parents. Donc jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. Quand les parents sont toujours là. Voilà, quand les parents sont toujours là, au moins la maman ou le papa, donc si ce n'est pas les deux. Voilà, donc il y a aussi l'accompagnement du pédiatre qui est là. Voilà, attention, tu as une maladie, il faut prendre ton traitement à cette heure-ci, il ne faut pas manger ceci, il faut dormir à tel temps, etc., etc. Et par la suite, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, il y a aussi la préparation par l'infectiologue, par nos équipes qui sont à l'hôpital. Il y a plusieurs éducateurs thérapeutiques, on a une assistante sociale sur place, nous avons 2 psychologues sur CASA. Et donc justement, ils les préparent à vivre cette adolescence-là avec un certain recul pour qu'ils acceptent leur maladie, chose qui est très difficile généralement. Il y a même... Quelles sont les réactions justement que vous avez pu avoir? Voilà, les réactions, c'est comme toute autre personne marocaine qui est là et qui sait qu'il est séropositif. Donc il y a... Parce qu'à l'école, par exemple, quand on parle de sida, ils se sentent qu'il y a une certaine stigmatisation, discrimination, toutes les rumeurs qu'il y a dans la société encore, c'est dommage. Et donc, en l'annonçant qu'il est séropositif, donc automatiquement, il se rappelle de toutes ces images-là. Donc pendant toute sa période d'enfance, à aucun moment on lui dit tu es séropositif. Non, pas tu es malade, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Il ne sait pas. Tu as une maladie chronique. Parfois, les parents ils disent que tu as un microbe dans le sang, genre comme ça. Donc, pour éviter de dire mon sida. D'accord. Voilà. Et après, il y a l'accompagnement des médiateurs sociaux, thérapeutiques, des psychologues, etc. Tout en gardant le lien, bien sûr, avec le pédiatre pour qu'elle puisse accepter petit à petit la maladie. Et généralement, après plusieurs séances d'écoute, de soutien, ils arrivent à avaler cette chose-là et vivre avec. Surtout que dans ce cas-là, pardon de vous interrompre, Madame Jed, surtout que dans ce cas-là, le sida est dans la famille, parce qu'il a été transmis in utero, notamment par la maman. Oui. Donc la maman, elle aussi, est affectée. Le papa aussi, peut-être. Le reste de la fratrie également. C'est-à-dire que le sida est dans la famille. Exactement, il est dans la famille. Parfois, on se trouve avec un seul enfant dans la famille qui est contaminé. Par exemple, le plus petit. L'inné, il est séronégatif. Peut-être qu'après, soit le papa ou la maman, ils avaient entre-temps des relations sexuelles extra-conjugaux. Et donc, qui a fait qu'avoir d'autres enfants séropositifs. Et donc, là, c'est encore pire parce qu'il se dit pourquoi moi et pas les autres. Et donc, c'est vraiment un drame au sein de la famille. Et parfois, il y a quelques adolescents qui arrivent même au stade de tentative de suicide. Et donc, mais je dis bien que s'il n'y avait pas tout ce système-là d'appui psychosocial, donc je pense qu'on aura plusieurs personnes adolescentes qui ont déjà décédé par suicide et pas par la maladie. Justement, vous étiez en train de dire tout à l'heure, il y a beaucoup l'impact des rumeurs que véhicule la société. Sur quoi vous voudriez pointer le doigt aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs rumeurs. On n'a toujours pas envie de les faire encore, de faire encore leur promotion. Mais je souligne par exemple que les personnes qui ont le VIH ou que les personnes vivant avec le VIH sont des mauvaises personnes.
vu que c'est lié automatiquement à la sexualité. C'est des personnes qu'on peut mettre à la quarantaine, c'est des personnes qui sont des monstres. Donc, c'est des représentations sociales horribles sur ces personnes-là. Donc, la personne actuellement, une personne vivant avec le VIH, il n'a aucun problème sur le plan santé. Parce qu'il est bien suivi, il est sous traitement, il a ses séances de psychothérapie, il a tout ce qu'il faut. Par contre, il a toujours peur de la société, du regard de l'autre. Donc si vraiment on arrive au Maroc, on est quand même au 22e siècle, qu'on a toujours ces rumeurs-là, on ne peut pas arriver après pour rendre ces gens-là plus à l'aise à vivre leur maladie au sein de la société comme toutes les autres maladies chroniques. Ok, alors on dit que le gros problème du VIH au Maroc, c'est que plus de 65% des personnes infectées ne le savent pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus gros du problème. Par exemple, des chiffres ont été annoncés l'année dernière par le ministère de la Santé disant que le Maroc avait connu une baisse de l'infection. Mais comment on peut dire que le Maroc a connu une baisse de l'infection alors que beaucoup de personnes ne se savent pas infectées? Alors, j'ai eu du mal à comprendre en fait cette déclaration, qui était soutenue notamment par la LCS, c'était en janvier 2015. Oui. Alors l'estimation, elle était beaucoup plus que ça avant, mais grâce aux campagnes de sensibilisation, surtout de dépistage, où on a détecté des nouveaux cas, donc automatiquement l'estimation a baissé. C'est normal. Oui. Donc avant, on parlait de plus de 25 000, maintenant on parle de 24 000. Oui. Donc tant qu'on fait de sorties mobiles pour être proche de la population, pour le dépistage, tant qu'on recense des nouveaux cas. Et ce qui est bien dans ces sorties-là et dans le dépistage comme moyen de prévention, c'est qu'on pousse les gens à connaître leur statut sérologique bien avant d'arriver à un stade tardif de la maladie. Ça veut dire qu'il est toujours porteur du virus, qu'il n'est pas encore arrivé à un stade où il a beaucoup d'infections opportunistes, etc. Donc, qu'il peut démarrer son traitement. Anticiper les conséquences du VIH sur son organisme. Voilà, je voudrais juste revenir sur un petit point, s'il vous plaît, si vous permettez. C'est qu'il faut souligner que 71% de femmes qui sont séropositives actuellement ont été infectées par leur mari. D'accord? Donc, parce que les rumeurs qu'il y a de toute façon même à aujourd'hui, c'est que surtout c'est des gens qui ne sont pas mariés, c'est les travailleuses du sexe, c'est d'autres populations et pas la population générale. Ben non, voilà. La réalité, c'est que on a le sida dans des foyers et arrêtons de parler que de des autres populations soi-disant les plus vulnérables. Alors, vous avez pu suivre avec nous la discussion tout à l'heure. Vous étiez dans le studio, justement, sur les problèmes d'adolescence, cette fameuse crise d'adolescence, les conduites à risque aussi. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que présidente de l'ALCS Casablanca, en tant qu'assistante sociale de formation, Madame Jette, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents pour la sensibilisation, pour les aider à sensibiliser, passer le message? C'est vrai que vous le faites, les médias le font, mais la maison, le foyer, la famille aussi a un rôle important en matière de sensibilisation. Alors, comme on dit les autres spécialistes, donc la phase d'adolescence, c'est une phase passagère qui est très sensible et donc il faut être toujours à côté de leurs enfants, il faut être à l'écoute, il faut communiquer, il faut parler de tout. La maman, il doit être très proche de sa fille, il doit lui expliquer tout, il doit être Est-ce que c'est des choses que vous communiquez au sein de l'association? Oui. Même aux parents infectés? Exactement. Donc là, on le touche vraiment dans les établissements scolaires, notamment les missions et les écoles privées. Donc on invite aussi les parents et donc on les incite. Et dans les écoles publiques, non? Si, dans les écoles publiques, oui, mais c'est très peu par rapport aux établissements privés parce qu'il y a beaucoup plus de demandes des écoles dans le privé que dans le public, malheureusement. C'est le rôle aussi des instituteurs, pas que les parents. Les instituteurs, ils doivent bien expliquer parce qu'ils ont un cours
normalement sur le sida, mais les instituteurs, par pudeur, par tabou, chouma, donc ils n'abordent pas le sujet tel qu'il est, ils n'approfondissent pas la problématique surtout concernant la partie de rapport sexuel non protégé. Merci beaucoup, Madame Noura Mjed. Vous êtes présidente de la LCS Casablanca. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. Bon courage pour le SIDAction. Merci beaucoup. C'est le 16. Voilà. Et j'invite tout le monde à regarder l'émission pour plus d'informations. Pour plus d'informations. Merci beaucoup, Lalla. Merci à vous. C'était un plaisir d'être avec vous au nom de toute l'équipe d'On se dit tout. On vous remercie, cher public, pour votre fidélité. N'hésitez pas justement à rester sur Médien TV pour la suite des programmes. Moi, je vous retrouve du lundi au jeudi matin sur Médien Radio avec Farhana pour les matinées maghrébines. Très bonne suite des programmes et à très vite.